Le cœur mangé. Des coups répétés ébranlèrent la porte de ma modeste chambre. Je déposai mon livre de prière sur la petite table branlante. Des cris retentirent. « Frère Aldabert! Frère Aldabert, ouvrez! Venez vite! Oh mon Dieu !» À peine avais-je fait glisser le verrou et entrebâillé la porte qu'une grosse femme affolée franchit le seuil de la pièce. Son visage était blanc comme un linge. Elle tira sur l'une des manches de ma coule, me suppliant de la suivre. Saisissant la gravité de la situation, je me précipitai hors de la chambre. La cour, illuminée de torches, était en effervescence. Les gens formaient un demi-cercle autour d'un corps que je devinais à peine. Nul ne prêtait attention au crachin. Une vieille femme priait, agenouillée dans une flaque. Des formules magiques, à peine murmurées, répondaient aux signes de croix. À mon arrivée, l'attroupement se dispersa. Je lus sur tous ces visages de la stupéfaction et de l'horreur, de l'incompréhension et de la pitié. Mon cœur se serra alors que je baissai les yeux sur le corps inanimé. La damoiselle était étendue, immobile, à même le pavé luisant de pluie. Une petite bise jouait dans les voiles de sa coiffe et ridait sa tunique de lin verte. Une chaussure de feutre gisait à quelques centimètres d'un pied nu. Malgré l'angle bizarre que faisait sa tête par rapport à son buste et le sang qui souillait sa blonde chevelure, Béatrice était encore belle. Brusquement, la crue des souvenirs me submergea. Je me rappelais notre première rencontre, 7 mois auparavant. J'avais été envoyé par mon supérieur auprès de messire Giraud de Valgaillard, l'un des protecteurs de notre ordre, afin de parfaire l'éducation de sa fille, Béatrice. Sa défunte mère en avait fait une bonne chrétienne et une excellente maîtresse de maison. Mais le baron ambitionnait d'accroître le renom de sa famille en la mariant au plus beau parti possible. Pour ce faire, il voulait qu'elle reçoive un enseignement plus poussé, en latin, la langue des puissants de ce monde, ainsi qu'en musique et en littérature. Sa grâce naturelle et ses nouveaux talents devaient lui ouvrir les portes dorées des cours de France et d'Angleterre. Par une belle après-midi de printemps, son père m'avait conduit auprès d'elle, dans un verger clos adossé à la vieille bâtisse seigneuriale. L'air embaumait le lilas, le narcisse et l'aubépine. Le lourd parfum de ces fleurs me montait à la tête. Un rossignol et un merle sifflaient une louange au soleil. Au centre de ce jardin des délices, sur un banc de sardoine, Béatrice écoutait sa demoiselle de compagnie, lui chantait une rotrouange en s'accompagnant à la harpe. Le crissement de nos pas sur le gravier fit se retourner les jeunes filles et s'envoler leurs compagnons de chant dans une ondée de plumes. Je la vis, rayonnante. C'était la plus belle créature que Dieu eût placée sur terre. Une fée au teint de nacre. Ses hautes pommettes, son regard rieur et sa bouche mutine, entr'ouverte sur des dents de perles, lui donnaient un air insolent, irrésistible. La simplicité de sa robe de lin, teintée par le genêt, rehaussait sa beauté naturelle. « » Le voile du passé se déchira.
Peu à peu, les souvenirs refluèrent. Je repris mes esprits. Un des gardes me parlait. Elle est sortie en courant dans les galeries hautes, puis sans un cri, elle s'est jetée dans le vide. Je n'ai rien pu faire. Cette nouvelle me fit l'effet d'un coup de poing en pleine figure. Je crus défaillir. Pour quelle raison Béatrice avait-elle décidé de mettre fin à ses jours? J'étais révoltée à cette idée. Où est donc messire Giraud? Pourquoi n'est-il pas ici? M'écriai-je en secouant la sentinelle comme un prunier. Il s'est cloîtré dans ses appartements. Nul n'ose le déranger depuis. Je me détournai, sans plus prêter attention à ses paroles, et demandai qu'on transportât la défunte sur son lit. Une fois à son chevet, je donnai des ordres pour qu'on la baigne. C'est à cet instant que je remarquai l'absence d'un anneau serti d'émeraude dont elle ne se séparait jamais. Il lui venait de sa mère. Perplexe, je m'attardai sur ses mains. Je découvris sous ses ongles des lambeaux de chair ainsi qu'un fil pourpre qui ne provenait ni de ses vêtements ni de la courte pointe rougie sur laquelle elle gisait. Je notai aussi des taches de sauce et de vomissures sur sa tunique. Mon cerveau bouillonnait de questions. Je ne parvenais à m'expliquer ni l'absence du baron, ni mes découvertes. Tout cela était si étrange. J'eus peu à peu l'intime conviction que la mort de mon élève cachait un terrible secret. Je me jurai de le percer. Je dispensai quelques conseils afin que l'on préparât le corps pour son ultime voyage, puis descendis précipitamment les escaliers qui menaient à la grande salle seigneuriale. Sa double porte aux larges battants était entr'ouverte. Je marquai un temps d'arrêt et embrassai d'un regard circulaire la vaste pièce. Elle était restée telle quelle depuis le dîner. Les dernières bûches achevaient de se consumer dans l'âtre de la monumentale cheminée, tandis que la cire des cierges dégoulinait le long des grands candélabres en argent. Un fauteuil renversé brisait la belle ordonnance des lieux. J'en inspectais chaque recoin, chaque meuble, en commençant par la table. Celle-ci regorgeait encore des mets les plus divers. Elle avait été dressée pour 3 convives. Mais seuls 2 anaps, ceux du seigneur et de sa fille, avaient été utilisés. Un peu de tanin restait au fond de chacun d'entre eux. Damoiselle Béatrice et son père avaient apparemment attendu en vain un visiteur. Un autre détail me troublait. Un unique tranchoir était imbibé de sauce, de cette même préparation retrouvée sur la tunique de la défunte. Je remarquai sur le sol, près du fauteuil renversé, du vomi. À 4 pattes, je sondai le plancher. Sous la table, je découvris l'anneau perdu, coincé entre 2 lattes disjointes. Je tournai et retournai dans ma tête les maigres indices en ma possession. Impossible de leur trouver une logique. Je pensai alors à la demoiselle de compagnie de Béatrice, sa sœur de secret, Agnès. Je connaissais les liens d'amitié qui l'unissaient à mon élève. Peut-être savait-elle quelque chose. La nuit était bien avancée. Je remis donc au lendemain ma rencontre avec Agnès. Ce soir-là, je cherchais en vain le repos. Trop de questions sans réponse tourbillonnaient dans mon esprit. Je gisais sur ma paillasse, les yeux rivés sur le plafond lépreux. Ce n'est qu'au petit matin
que je parvins à m'endormir, épuisée. Il était tierce passée lorsque je trouvai Agnès dans sa chambre. Assise sur un tabouret, elle rapiéçait une longue chemise. Elle leva sur moi un visage fermé, aux paupières gonflées par les pleurs. Puis, elle se détourna, reprenant son ouvrage. Il était évident qu'elle ne tenait pas à me parler. Je la pris par le menton, la forçant à regarder le bijou que je lui présentais. « Agnès, reconnaissez-vous cet anneau ?» Pour toute réponse, le sang reflua du visage de la jeune fille. Elle s'évanouit dans mes bras. Lorsqu'elle reprit connaissance, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle tenta vainement de les refouler. Sa lèvre supérieure était agitée d'un tic nerveux, ses mains tremblaient. « Sainte Mère de Miséricorde, l'anneau de... Je savais que tout cela tournerait mal. » Des sanglots hachaient ses paroles. « Allons, allons, mon enfant, il faut vous ressaisir et me dire tout ce que vous savez. Je dois connaître la vérité. » Agnès sécha ses larmes, puis inspira profondément pour arrêter la chamade de son cœur. D'une voix mal assurée, elle m'apprit que Béatrice avait, il y a peu, fait la connaissance d'un jeune homme. Troubadour de son état, gentilhomme désargenté, il courait l'aventure, vivant de sa plume, de sa vielle et de son épée. Le baron l'avait invité un soir à conter moult chantefables. Ses vers avaient bouleversé Béatrice. Son charme l'avait conquise. Bref, la jeune fille s'était follement amourachée de lui. De son côté, le jeune homme n'avait pas été insensible à la beauté de Béatrice. Il l'avait chantée devant tous, au grand déplaisir du châtelain. Au cours des semaines qui avaient suivi, ils s'étaient rencontrés en cachette, avec la complicité d'Agnès. Afin de sceller un amour éternel, Béatrice lui avait même fait don de son précieux anneau. Mais les deux tourtereaux étaient allés d'audace en imprudence, tant et si bien que le baron, qui n'était pas la moitié d'un sot, eut vent de leur rendez-vous. « Il y a 2 jours, me révéla Agnès, Messire Giraud et ses hommes de main ont fait irruption dans le verger. Sous les yeux apeurés de ma demoiselle, son aimé lui a été arraché des bras, jeté face contre terre, puis roué de coups. Elle a bien tenté de faire un rempart de son corps, mais d'énormes mains, de vrais battoirs, entravaient ses poignets dans son dos, l'empêchant de bouger. Béatrice est parvenue quand même à échapper à l'emprise du soldat, pour tomber aux pieds de son père et l'implorer d'épargner son amoureux. Elle a obtenu du baron que le Jouvenceau ne fût point tué, mais seulement chassé de la contrée. Les soudards ont alors traîné le jeune infortuné, pieds et poings liés, hors du jardin. Je n'en sais pas plus. On m'a depuis ce jour tenue éloignée d'elle. « Pourquoi n'avoir rien dit ?» lui demandai-je. Ses épaules s'affaissèrent, elle se mordit les lèvres. J'étais terrorisée. Le baron est un homme violent. Je n'ai pas osé. Je m'efforçai de consoler Agnès avant de m'éloigner, pensif. Ainsi donc, une simple, une banale histoire d'amour avait tourné à la tragédie. Je tentais de reconstituer les derniers instants de Béatrice. Lors de l'ultime repas, pris en compagnie de son père, elle avait, semble-t-il, perdu tout espoir de revoir un jour l'être aimé. Une idée désagréable trottait dans ma tête.
Le baron n'était pas homme à laisser en vie une personne capable de ruiner ses projets matrimoniaux. Encore me fallait-il obtenir des preuves de sa culpabilité. Je profitais d'une de ses absences pour m'aventurer dans ses appartements. La lumière du jour passait difficilement par les étroites fenêtres de la chambre, vaste et haute. Au centre de la pièce, un brasero rougeoyait. Ses flammes se reflétaient sur les meubles alentour. Un grand lit de bois, flanqué de coffres finement sculptés de scènes de fauconnerie. Des tentures historiées, plus magnifiques les unes que les autres, recouvraient tous les murs. Je fis le tour de la pièce, la fouillai minutieusement. L'une des tapisseries portait des traces d'usure anormales sur son côté gauche, à hauteur d'épaule, comme si elle avait été souvent manipulée. En repoussant d'un geste vif le lourd tissu, je découvris une porte dérobée. Plusieurs minutes me furent nécessaires afin de comprendre et de forcer l'ingénieux mécanisme de ce passage secret. Finalement, il s'ouvrit avec force grincements, cliquetis et craquements, révélant un escalier de pierre en colimaçon qui s'enfonçait dans les ténèbres. J'écoutais attentivement. Il y régnait un silence de mort. J'enflammai une torche au brasero, m'avançai, tous les sens en alerte, dans le passage, puis le refermai derrière moi. J'eus l'impression de pénétrer dans un tombeau. Après une descente qui me parut interminable, je débouchai dans un étroit boyau de pierre dont les parois suintaient d'humidité et sentaient le moisi. Je devais être dans les entrailles du château. Un courant d'air glacial traversa la rude étoffe de ma bure. Je frissonnais. Je progressais lentement, à la seule lumière de ma torche, rasais les murs, veillant à ne pas tomber dans une chausse trappe. Mes nerfs étaient tendus à l'extrême, le sang battait mes tempes. Le frottement de mes sandales sur les dalles résonnait, rebondissait, de mur en mur, emplissant le passage d'échos. Je faisais plus de bruit que 20 hommes réunis. Cela me rassurait et m'inquiétait à la fois. Le corridor bifurqua à droite, ensuite à gauche, puis encore à droite, avant de déboucher sur une pièce fermée par 3 petites portes. J'ouvris celle qui me faisait face et en franchis le seuil. Elle donnait sur un couloir que j'empruntai à son tour. Au bout d'une centaine de mètres, j'arrivai dans une seconde pièce, percée elle aussi de plusieurs ouvertures. Les passages et les carrefours se démultipliaient à l'infini. J'étais dans un labyrinthe. Je n'avais nulle envie d'abandonner mes investigations, mais l'idée de me perdre dans ces souterrains ne me réjouissait guère. Je devais prendre certaines précautions avant de m'y aventurer plus profondément. Mes mains fouillèrent nerveusement les replis de ma coule et en sortirent une corne à encre que j'avais par chance oublié de ranger dans la bibliothèque. Elle allait m'être fort utile. Galvanisé par cette trouvaille, je poursuivis mon chemin dans ce dédale de tunnels et de coursives, traçant avec les doigts une croix sur les parois afin de baliser mon passage. Mais bien vite, ma réserve d'encre s'épuisa. La rage au cœur, je songeais à rebrousser chemin lorsque le couloir que j'avais emprunté finit en impasse. Au fond, je perçus une forme adossée au mur,
en posture assise, immobile, silencieuse. Après un temps d'hésitation, je m'approchai. Un corps baignait dans une mare de sang caillé. À en juger par la rigidité cadavérique et l'état de décomposition, la mort devait remonter à plus d'une journée, peut-être 2. On s'était acharné sur lui, il était couvert de blessures. Mais le plus horrible, on lui avait arraché le cœur. Devant une telle abomination, mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Une vielle en morceaux, ainsi que les pages ensanglantées et déchirées d'un petit manuscrit, étaient éparpillées à côté du cadavre. Je ramassai une feuille de parchemin, puis en déchiffrai le contenu. Un fragment d'un conte courtois que je ne parvins pas à identifier. La vérité m'apparut, terrible. J'avais retrouvé le soupirant de Béatrice. Je remontais aussi vite que le permettaient mes jambes et les méandres du labyrinthe. J'émergeai enfin dans les appartements du baron. À cet instant, une voix sonore me fit sursauter. « Frère Aldabert, on visite le château ?» Giraud de Valgaillard me jaugea. Je mesurai alors toute mon imprudence. Je restai figé sur place, incapable de faire un seul mouvement, la langue collée au palais, les jambes flageolantes. Je lâchai les feuillets sanglants que j'avais rapportés des oubliettes. Le premier instant de stupeur passé, me ressaisissant, je soutins son regard et l'accusai. « Je sais tout, messire Giraud, vous êtes un assassin. » « Bravo ! Quelle belle réplique, frère Aldabert. Vous apprêtez-vous à jouer un mystère ?» m'interrompit-il ironiquement. Sa bouche se contracta en un pli cruel. « Vous arrivez à point nommé, frère Aldabert. J'aimerais me confesser. » Je fis mine de ne pas comprendre. « Frère Aldabert, confessez-moi, » dit-il d'une voix sifflante, tout en me désignant un ployant. La colère contenue empourprait les griffures qui marquaient sa joue gauche. Ses yeux roulaient follement dans ses orbites. Soudain, son visage s'adoucit, sa voix se fit implorante. « Frère Aldabert, vous ne pouvez refuser. » Impuissant, je m'assis donc en face de lui, prêt à écouter la longue liste de ses péchés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un rimailleur avait séduit votre élève, ma très chère fille. Je tairai les circonstances de leur rencontre pour entrer dans le vif du sujet. L'amour est aveugle, aveugle et imprudent. Les sots, croyaient-ils vraiment que leur passion ne serait jamais découverte, que je permettrais une telle mésalliance? Avant-hier, je pris sur le fait les 2 tourtereaux que couvait Agnès, leur chaperon. Avec plusieurs hommes, je m'emparai de l'amant de ma fille et promis à cette dernière de le bannir du pays sans lui faire de mal. En vérité, je le fis emmener dans les souterrains du château, l'oxy, et de mes propres mains lui arrachai le cœur. Dans la journée d'hier, je suis allé retrouver ma fille dans sa chambre. « Ma chère enfant, je te pardonne cette amourette. Pour preuve de ma sincérité, toi et ce jeune homme serez mes invités d'honneur ce soir même. » Je la laissai tout à sa joie recouvrée, inconsciente de la perfidie de mes intentions, et descendit 4 à 4 les marches menant au commun. Que l'on apprête la grande salle, sortez la vaisselle d'argent et une nappe blanche brodée. Allons, valets, marmitons, d'une aire.
Alors que les préparatifs du banquet allaient bon train, je pris à part mon cuisinier et lui donnai le cœur. « Tiens, accommode-le à ta manière. Je compte sur toi pour en faire un plat savoureux, digne d'une reine. Tu le feras servir ce soir à ma tendre fille. » Quand ce fut l'heure, un serviteur corna l'eau. Nous nous lavâmes les mains avant de prendre place à la table. Bien sûr, Béatrice s'étonna de ne pas voir son bien-aimé. « Père, où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore ici ?»« Ma chérie, sois tranquille, il sera bientôt là, en chair. » Il m'a fait faire dire qu'il arriverait en retard. Je n'avais guère d'appétit ce soir-là. En revanche, je ne cessais de vider ma coupe et m'enivrais. De joyeuse humeur, ma fille picore un peu de chaque plat. Elle raffole du cœur en sauce, en reprend plusieurs fois si bien qu'elle le finit. Oublieuse des convenances, elle se pourlèche les doigts humides de sauce. « Père, cette viande était délicieuse, votre cuisinier s'est surpassé. »« Oh, il n'est pas étonnant que tu aies apprécié ce mets. Tu ne pouvais que savourer, rôti et assaisonné, ce que tu adorais vivant et palpitant. »« Pardonnez-moi, mais je ne vous comprends pas. Que m'avez-vous fait manger ? » ?»« Mon enfant, cette chair dont tu fus si gourmande n'était rien d'autre que le cœur de ton amoureux. Le joli cœur t'a servi de repas. Voici comme preuve l'anneau que j'ai repris à son cadavre. » Ah, délices de l'amour! Ma fille a un haut le cœur, se courbe et vomit. Puis, telle une furie, elle se précipite sur moi, toute griffe dehors. Une grêle de coups s'abat sur mon visage, sur mon poitrail. Je continue pourtant à la railler. Ne voulait-il pas te donner son cœur ? Voilà son souhait exaucé. Diantre, il ne pouvait espérer mieux. Vous voici réunis. Tu as consommé ton amour. Tu l'as dévoré à belles dents. Subitement, elle se calme. Ses poings cessent de me frapper. Son visage perd toute expression. Ses mains se mettent à virevolter comme si elle jouait d'un instrument imaginaire, tandis qu'elle fredonne une mélopée obsédante. Sa raison s'égare. Elle jure de rejoindre son aimé. En proie au délire, elle s'enfuit hors de la pièce pour gagner les loges et se précipiter dans le vide. Elle est morte folle et damnée. Voilà, vous connaissez le fin mot de l'histoire, frère Aldabert. Mais à quoi cela vous servira-t-il, puisque vous n'en soufflerez mot à personne ? Le secret de la confession vous condamne à vous taire. Qui viendra maintenant me réclamer des comptes ? Pas une seule parole de repentir. Aucun remords ne franchit les lèvres de messire Giraud. Il était bien trop orgueilleux. Épouvanté, je m'enfuis du château, laissant son seigneur impuni. 10 ans ont passé depuis ces terribles événements. J'ai appris récemment que messire Giraud de Valgaillard avait multiplié les pèlerinages avant d'être tué lors de la 8e croisade. Sa mort fut héroïque, dit-on. Il s'était jeté dans la mêlée, hurlant comme un possédé. « Béatrice ! Dieu ! Pardon !» Cela n'avait rien d'un cri de guerre. Moi, Aldabert, moine, je connais la faute qu'il cherchait à effacer, en vain. Que notre Seigneur Tout-Puissant le prenne en pitié.